Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu que la croissance pouvait être considérée comme un véritable fait culturel. Et ceci parce que la croissance était portée par des valeurs, des normes, des institutions et des artefacts, quatre éléments que nous avons identifiés comme étant constitutifs de ce qui s'appelle une culture. Il est temps maintenant d'identifier les groupes humains qui font la promotion de cette culture de la croissance, qui la diffusent et qui, au final, l'imposent par des moyens certes non objectivement coercitifs, mais qui, comme nous l'avons vu dans l'avant-dernière chronique intitulée « Qu'est-ce que la culture ?», la présente, cette culture, comme celle du groupe dominant, comme celle d'un groupe dominant, contraignant de fait ses contempteurs à l'autocensure au sein du champ social. Le premier groupe promoteur de cette culture de la croissance, le premier groupe le plus souvent cité, et par voie de conséquence le plus souvent montré du doigt, par certains dits décroissants, eh bien ce groupe, c'est le groupe des libéraux. Des libéraux ou des néolibéraux, nous aurons l'occasion certainement d'évoquer dans le cadre d'une autre chronique, le sens et la validité de cette distinction entre libéraux et néolibéraux. Mais, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, il faut dire tout de suite que nous devons mettre en doute cette soi-disant corrélation, souvent évoquée par certains, dont d'ailleurs la vertu anti-croissance mériterait d'être vérifiée en détail. Cette soi-disant corrélation du discours croissanciste avec la pensée néolibérale. Cette sorte, en fait, de théorème attribuant à cette pensée néolibérale la seule et unique responsabilité de l'option croissanciste qu'a pris la société humaine. Parce que ce théorème, eh bien, il est largement approximatif et également largement contredit par la réalité, par l'observation réelle des faits. En effet, pouvons-nous sérieusement dire que les néolibéraux sont les seuls à prôner et à croire fermement à la vertu et à la durabilité de la croissance? Gardons bien toujours à l'esprit ces deux aspects de la croissance, sur lesquels nous reviendrons, la vertu et la durabilité. Parce que nous verrons que ces deux aspects sont de nature à opérer un clivage notable au sein même de la catégorie hétérogène de ceux qu'on nomme globalement les décroissants. Eh bien non, les néolibéraux ne sont pas les seuls à prôner la croissance. Mais il est vrai qu'il y a une schématisation dans les idées, dont nous avons déjà parlé, une schématisation dans les idées, notamment chez les gens de gauche, de la gauche traditionnelle, la gauche de gouvernement, et également chez certains, soi-disant décroissants, qui disent « les libéraux sont croissants, donc tous les croissants sont libéraux ». Eh bien, c'est un syllogisme qui est faux. Il est faux d'abord parce qu'il manque une prémisse, et ensuite, il s'avère que beaucoup de non-libéraux sont également croissants. Pour s'en convaincre, il suffit de porter nos regards sur l'offre politique de l'échiquier français et posons-nous la question, qui dénonce réellement cette culture de la croissance? Commençons par regarder du côté du parti de la France insoumise, par exemple, principal opposant en parole, principal détracteur en parole du système économique capitalistique et qui se prétend par moments en parole non croissant. Eh bien, à y regarder de plus près, nous découvrons rapidement qu'en réalité ce parti n'est pas vraiment contempteur de la vertu croissanciste, ni scientifiquement démonstrateur de sa non-durabilité physique, mais que, bien au contraire, et dans le cadre de son marketing politique électoraliste qui s'efforce de ratisser large, il tente de promouvoir un gadget programmatique dénommé écosocialisme,
grâce auquel il espère ramener une partie de la frange des décroissants approximatifs dans son giron électoral. De fait, en consultant le détail des différents articles du programme de la France Insoumise, programme dénommé L'Avenir en commun, nous constatons que ce parti de la France Insoumise, qui s'affirme fermement anti-libéral, se révèle, en effet, tout aussi fermement pro-croissant dans ses options économiques. En résumé, si nous balayons tout l'éventail politique de la droite vers la gauche, de l'extrême droite vers l'extrême gauche, nous sommes bien obligés de constater que la croissance n'a pas de frontières politiques et que tous les partis politiciens y adhèrent sans restriction aucune. Même le NPA, nouveau parti anticapitaliste dérivé de la Ligue communiste révolutionnaire d'obédience trotskiste, même le NPA refuse de se dire décroissant, ou même de prôner un tant soit peu une diminution de la production économique, ou de le pronostiquer. Tout ceci, c'est d'ailleurs parfaitement logique, puisque nous avons dit et répété dans plusieurs chroniques précédentes que l'homme de la rue croit fermement et de façon quasi religieuse, croit en la croissance. Il est donc tout à fait normal que cette conviction se retrouve à l'identique au sein de l'ensemble des partis politiques dits représentatifs de cette opinion populaire. Il n'en reste pas moins que, de ce point de vue, la question de déterminer si c'est le discours de l'oligocratie politique qui a façonné la valeur croissance, aussi le credo de la croissance est une donnée populaire préexistante qui aurait été ensuite parfaitement exploitée par l'oligocratie. Cette question doit être posée. Question délicate s'il en est, mais à laquelle nous avons déjà livré amorcer un début de réponse dans la chronique numéro 18, intitulée « Qu'est-ce que la culture ?» En mettant en doute, non par principe, mais par observation historique, en mettant en doute l'innéité de toute valeur fondatrice de telle ou telle culture humaine. Ceci étant précisé, nous devons à la vérité de dire qu'il existe une différence entre le fait d'adhérer à un discours sociopolitique et le fait d'être manipulé par ce même discours sociopolitique. Cette différence, elle est essentielle, car son occultation explique bon nombre de discours erronés, donc au final des discours mythiques, émanant de certains contempteurs de la croissance qui n'hésitent pas à parler d'une colonisation de l'imaginaire populaire. C'est une vision des choses. Colonisation de l'imaginaire populaire. Outre qu'elle pourrait relever de la théorie du complot, nous paraît largement excessive car elle nie de fait la responsabilité individuelle et le libre arbitre du citoyen ordinaire. Il semble au contraire vraisemblable que l'immense majorité des gens ont pleinement conscience qu'ils vivent dans une société basée sur la croissance et qu'ils y adhèrent en pleine lucidité, en pleine responsabilité et en toute connaissance de cause. Bien plus, le discours mettant en avant tout ce que la croissance est supposée avoir apporté de bien au genre humain depuis 170 ans, et mettant en avant les nombreuses modifications jugées positives qu'elle a introduites dans les modes de vie, eh bien ce discours doit être respecté en tant que droit d'abord à l'expression de la libre pensée de l'individu, et le dénigrement de ce discours ne peut être validé, ne pourrait être validé que par des objections solidement argumentées et non dominées ou non mus par des ressentis subjectifs ou des ressentis émotifs. Parce qu'il ne suffit pas d'affirmer que la volonté de croissance du peuple procède d'un imaginaire colonisé, colonisé par un « on » ou par un « ils », il ne suffit pas d'affirmer cela pour que cette affirmation acquiert un caractère de vérité absolue. Cette affirmation ne peut être validée que si elle est prouvée. Or, elle ne l'est pas.
prouvé. Non seulement cette théorie de la colonisation de l'imaginaire n'est pas prouvée, mais force nous est de constater que cette culture de la croissance présente au contraire tous les caractères d'une culture parfaitement voulue et parfaitement souhaitée, de façon lucide et à tous les niveaux sociologiques et géographiques de la population mondiale. Cette mise au point, elle est de toute première importance car elle nous permettra de juger les adorateurs de la croissance du point de vue de la responsabilité, de leur responsabilité pleine et entière, et non exonérée ni même réduite par d'éventuelles circonstances atténuantes. En effet, l'idée selon laquelle les populations prises dans leur ensemble ne seraient pas responsables des conséquences et de l'issue finale de l'option croissanciste, c'est-à-dire en termes clairs, pas responsables de la confrontation finale au bout de l'impasse, de l'arrivée au bout de l'impasse, eh bien, ça reviendrait à comparer ces mêmes populations aux individus qui sont exonérés légalement, qui sont légalement exonérés de sanctions pour certains types de délits, au prétexte qu'ils ont été au préalable déclarés mentalement irresponsables par un comité d'experts, comme cela se produit parfois dans les cours d'assises. Mais il y a encore autre chose. Nous avons dit tout à l'heure que ce mythe de la croissance, volontairement assumé et librement consenti par l'ensemble des masses populaires de la planète, présentait un double caractère de vertu et de durabilité. Vertu de la croissance et durabilité de la croissance. Associant ainsi un caractère subjectif, la vertu, à un critère objectif, la durabilité. Alors, nous pensons avoir déjà démontré dans les conférences précédentes, notamment dans celle sur l'impasse physique et celle sur l'impasse comptable, pensons avoir déjà démontré le caractère largement illusoire du critère objectif de durabilité de la croissance. Démonstration que nous voyons d'ailleurs renforcée encore par l'indigence des arguments présentés par ces turiféraires de la croissance, arguments dérisoires, dont nous avons donné quelques aperçus dans la chronique précédente numéro 19, intitulée « La croissance en tant que fait culturel ». Alors, parmi ces arguments régulièrement avancés par les fidèles du culte de la croissance, nous avons déjà réfuté l'un des plus emblématiques. Un argument que, bien que relevant intrinsèquement de données purement techniques et scientifiques, un argument qui a acquis une caractéristique de valeur, doté de normes, encadré par des institutions et matérialisé par des artefacts. Donc, de ce fait, répondant à tous les critères de définition d'un fait culturel. Ce fameux argument que nous avons déjà largement réfuté, c'est naturellement le credo du recyclage infini de la matière nécessaire au processus industriel. Mais cette foi mythique et utopique en la pérennité de la croissance, cette foi, elle repose également sur un autre grand facteur, directement lié, lui, à l'organisation sociétale, un facteur illusoire également, dont nous allons parler maintenant, ce qui nous permettra par ailleurs d'amorcer la transition avec notre prochaine rubrique de cette série sur l'impasse de la croissance, 7e et dernière rubrique consacrée à l'impasse politique de la croissance. Alors, cet autre pilier illusoire de la culture croissanciste, il se nomme le recours à l'État. Ainsi posée et non encore argumentée, cette affirmation, que l'État lui-même constitue un pilier des cultures croissancistes, pourrait surprendre au premier abord par son apparence contradictoire, l'État étant en effet souvent perçu dans l'esprit commun comme un élément régulateur face à un
processus croissanciste supposé mu essentiellement par l'hyperactivité effrénée de l'initiative privée. Le libéralisme. Or, nous avons vu tout à l'heure, en passant en revue l'offre programmatique politicienne, que rien n'est plus faux que cette vision libertarienne ou plus simplement néolibérale de la croissance. Faut-il, pour s'en convaincre, rappeler les conditions historiques dans lesquelles le croissancisme capitaliste a supplanté l'immobilisme monarchique? En France notamment, où le futur père du système représentatif, Emmanuel Joseph Sieyès, déclarait en substance dès septembre 1789 devant l'Assemblée constituante issue de la Révolution de Juillet, et déclarait ceci: « Mes chers amis, nous avons fait la Révolution pour installer le pouvoir du peuple, c'est-à-dire pour qu'il puisse faire lui-même les lois. Mais malheureusement, que constatons-nous? Nous constatons que le peuple n'a ni assez d'instruction, ni assez de temps libre pour le faire, pour faire les lois. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je propose que nous construisions ensemble plutôt un système représentatif dans lequel c'est une minorité choisie qui conduira la nation. » Eh bien, c'est ainsi, vous le savez bien, que l'oligocratie, ou si vous préférez la démocratie représentative, a été instaurée au lieu et en place de la vraie démocratie. Nous y reviendrons en détail dans les prochaines chroniques consacrées à la passe politique. Mais ce qu'il nous faut retenir dès aujourd'hui, dans le cadre de notre approche anthropologique de la culture croissanciste, ce qu'il nous faut retenir aujourd'hui, c'est que le raisonnement tenu par Sieyès en 1789 et qui concernait uniquement la création législative, ce raisonnement s'est étendu progressivement et irrémédiablement à toute la pensée citoyenne dans son ensemble. C'est ainsi qu'en France, comme partout ailleurs, le recours aux préceptes de pensée établis par un groupe restreint, c'est-à-dire les dirigeants de l'État, ce recours aux préceptes de l'État est devenu une véritable composante culturelle de la société industrielle, et il s'est d'ailleurs continuellement amplifié au fur et à mesure que la culture se développait. C'est cette composante que nous dénommerons de façon générique le recours à l'État, et qui englobe censément toutes les zones de la connaissance qui sont ou qui seront réputées non accessibles aux citoyens de base. Et c'est ainsi que le citoyen ordinaire, confronté qu'il est à l'accroissement de la complexité du système dans ses relations avec la collectivité, de la même façon qu'il se retrouve confronté à l'accroissement de la complexité de la technologie dans ses actes particuliers de la vie quotidienne, le citoyen ordinaire a progressivement perdu la trace du chemin qui le relie aux données naturelles de son existence. Cette perte de traçabilité, engendrée par l'augmentation croissante du niveau des connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement des multiples rouages sociétaux de la société avancée, est de plus favorisée. Cette perte de traçabilité, elle est favorisée en plus et amplifiée par les politiques étatiques, incitant les citoyens à ne pas s'occuper de choses qui les dépassent et à suivre aveuglément les prescriptions de la technocratie au pouvoir. Cet état de fait peu contestable est notamment illustré par la fameuse maxime populaire que tout le monde connaît: peu m'importe de savoir comment ça marche, pourvu que ça marche. Alors cette primauté en quelque sorte du comment sur le pourquoi, voulu par les hommes du pouvoir, mais acceptée volontairement par les hommes subordonnés, elle s'accompagne en toute logique d'une perte des savoir-faire généralistes au profit d'une division du travail qui aboutit à ce que la connaissance globale de chaque individu se trouve réduite à une toute petite parcelle particulière, une parcelle hyper spécialisée, une parcelle du processus économique global, alors que l'ensemble
du processus considéré, n'est plus maîtrisée aujourd'hui que par une élite restreinte. Plus grave, cette parcellisation de la connaissance. Elle s'accompagne d'un cloisonnement des domaines, ce qui signifie que les élites dépositaires du savoir-faire d'un domaine particulier ne sont en réalité que des sous-élites, puisqu'elles sont elles-mêmes totalement ignorantes des savoir-faire du domaine voisin. Domaine voisin, bien entendu, lui aussi parcellisé, entre des opérateurs particuliers ignorant les uns les autres. Et alors, ce n'est qu'au niveau le plus haut que des super entités élitaires technocratiques, orchestrées cette fois par une véritable élite plénipotentiaire, c'est-à-dire par ce que nous appelons l'État, vont chapeauter chaque domaine de façon hiérarchique et globalisée. Alors, nous voyons donc que la mise à l'écart des citoyens du processus de fabrication de la loi, qu'avait préconisé Sieyès en 1789, eh bien, elle a été depuis naturellement confirmée, mais elle a même été étendue aussi à la mise à l'écart du citoyen ordinaire de la connaissance en général. Mais si la mise à l'écart du citoyen ordinaire du processus législatif, elle a été voulue pour des raisons politiques, sa mise à l'écart du processus de la pensée, elle l'a été pour des raisons économiques, disons des raisons mercantiles, ce qui, dans le cadre du système capitaliste, relève finalement de la même essence, économique, mercantile. Plus précisément, et pour parler clair, nous dirons qu'il a été considéré qu'il valait mieux que le citoyen ordinaire consacre son temps libre à consommer plutôt qu'à philosopher. C'est-à-dire, comme nous l'avons défini dans la chronique numéro 18 intitulée « Qu'est-ce que la culture ?», il vaut mieux que le citoyen ordinaire consacre son temps libre à consommer plutôt qu'à acquérir par le raisonnement la connaissance de la façon dont une chose est engendrée jusqu'à ses propriétés ou la connaissance de ce qui va des propriétés constatées aux voies possibles d'engendrer cette chose, définition donnée par Thomas Hobbes de la philosophie. C'est ainsi que pour tout ce qui concerne les domaines complexes de la connaissance et de la pensée humaine, eh bien, la culture du recours à l'État s'est solidement installée. Ayant définitivement fait sienne les maximes triviales du genre « c'est trop compliqué à comprendre, il y a des gens plus intelligents que moi qui savent, je n'ai pas le temps de réfléchir à cela, et finalement, cela me ferait plus de mal que de bien d'essayer de comprendre », ayant définitivement fait sienne ce genre de maxime, l'homo industrialis s'en est alors remis les yeux fermés aux élites étatiques pour les sujets complexes comme par exemple la monnaie, le climat, l'énergie, les microbes, et que, d'une façon plus générale, il s'est mis à attendre de l'État une réponse à ses moindres besoins organiques. La société industrielle, ayant ainsi débarrassé ses ressortissants de leurs principaux tourments de l'âme, par l'intermédiaire de ses divers conseils scientifiques, comités scientifiques, peut ainsi poursuivre la voie de la croissance infinie, sans avoir à gérer une quelconque fronde parmi ses sujets. Bien plus dans cette nouvelle religion, où les scientifiques ont définitivement supplanté les prêtres. Il semble bien que nous assistions à un retour en force du polythéisme avec sa petite troupe de dieux sympathiques qui côtoient quotidiennement les mortels, festoyant gaiement et ne rechignant pas d'ailleurs
à quelques libertinages dionysiaques. C'est ainsi que nous pourrions imaginer sans peine, dans le rôle d'Hélios, le dieu du soleil, le très avisé Haut Conseil pour le climat. Dans le rôle d'Hygie, déesse de la médecine, la toute-puissante haute autorité de la santé. Dans le rôle d'Hermès, le dieu du commerce, mais aussi, ne l'oublions pas, le dieu des voleurs et des hâbleurs, nous avons le très respecté FMI, Fonds monétaire international. Dans le rôle de Poséidon, le puissant ébranleur du sol, bien nous avons la très docte haute autorité à l'énergie, au haut commissariat à l'énergie. Dans celui d'Athéna, la merveilleuse protectrice tous azimuts, l'ensemble, eh bien nous aurions l'ensemble des dispositifs vénérés de la protection sociale et de l'État-providence. Et naturellement, dans le rôle de Zeus, le roi des dieux, nous avons l'ingénierie globale de la croissance. Et c'est ainsi également qu'après avoir énuméré et analysé toutes ces composantes particulières de la culture croissanciste, je vous laisserai le soin de juger vous-même si elles sont de nature à conduire l'homo industrialiste dans une impasse ou à le conduire vers un avenir radieux. Je vous remercie pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour entamer ensemble la dernière rubrique de cette série sur l'impasse de la croissance. Ce sera l'impasse politique. À bientôt.